Hello les amis, c'est Cinéboy. Aujourd'hui on se retrouve pour le flop 10 des films de l'année 2025. Mais avant d'entamer le classement, place au générique. Avant de commencer, je vais vous citer 3 films pour lesquels j'hésitais à inclure dans le flop, mais ils avaient des choses positives à en retirer et n'étaient pas non plus catastrophiques à mon goût. Je pense à The Family Plan 2, une suite qui m'a beaucoup déçu, méchant nul, intrigue stupide et aucune idée de mise en scène alors que le premier était très cool. Également la comédie française Y a pas de réseau qui n'était finalement pas un désastre complet comme je l'imaginais. Certaines blagues ont même fonctionné sur moi, même si le niveau du film reste bas. Aussi hésité à mettre les aventures du Nexus 6 qui certes avait un paquet de problèmes, mais je défends l'idée et on voit qu'il y a du cœur dans ce film de youtubeur français. On attaque ce flop 10 avec un film qui va sûrement faire jaser parce qu'il a eu un buzz de fou et qu'il a carrément chopé le prix du jury à Cannes, Sirat. Ici, un père et son fils parviennent à une rêve party, perdue au cœur des montagnes du sud du Maroc. Ils cherchent Mar, fille de la famille disparue depuis plusieurs mois lors d'une de ses fêtes. Plongé dans la musique électronique et une liberté brute, il distribue inlassablement sa photo. Alors sur le papier, avec Almodovar à la prod et Olivier Lax derrière la caméra, je m'attendais quand même à un truc assez puissant et aussi au vu des retours. Mais franchement, quelle déception, j'ai trouvé que ça donnait des airs de sous Mad Max, un poil touchant, mais l'ensemble ne prend jamais. La première heure est d'une lenteur, c'est mou, c'est passable. Le film peine à démarrer, alors oui, la deuxième heure essaie de te mettre un choc émotionnel, mais même là, j'ai rien ressenti. C'est répétitif, ça frôle le ridicule par moment, et l'utilisation de la musique vers la fin est d'une longueur et d'une nullité pénible. Je suis vraiment désolé de dire ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je peine sincèrement à trouver de véritables qualités à ce drame primé qui finira dans le top 10 de certains cinéphiles, c'est sûr. Peut-être qu'au cinéma c'était incroyable, mais l'expérience à la maison ne l'est pas de mon point de vue. Ensuite, on a Novocaine. Là, c'est typiquement le film qui me frustre parce que le concept est génial et j'étais trop hypé quand la femme de ses rêves est kidnappée. Nate, un homme ordinaire, réussit à mettre à profit sa capacité à ne pas ressentir la douleur, une force imprévue qui aidera dans sa lutte pour la récupérer. Je m'attendais à un truc un peu à la John Wick avec des chorégraphies inventives. Au final, c'est ultra prévisible, c'est du déjà vu, la mise en scène est basique au possible, sans aucune innovation. Alors oui, c'est divertissant, 2 minutes, on va dire, de voir Jack Quaid se servir de verre dans ses poings pour mettre une raclée, mais ça manque de punch et d'intensité. C'est une comédie d'action qui fait le taf sans plus au visionnage, mais qui reste très moyenne. On est loin de la claque d'un Fight or Flight ou d'un Monkey Man sur le plan des scènes d'action. C'est très moyen et ça n'exploite jamais son concept de dingue. J'ai trouvé aucun acteur bon dedans, de Jack Quaid à Amber Midthunder, aucun charme, aucune alchimie, une des grosses déceptions de l'année, et j'étais étonné de voir que certains les trouvaient très bons. J'ai du mal à voir pourquoi. Le pire, c'est qu'il y a des blockbusters comme ça qui sont décriés alors qu'ils sont objectivement bien meilleurs, je trouve. Je pense à The Fall Guy par exemple, c'était inventif et hyper fun, et là ça ressemble à un direct to DVD nul. Donc voilà, du mal à cerner, mais je respecte évidemment ceux qui ont apprécié cette comédie d'action. Huitièmement, le live action Lilo et Stitch. C'est l'histoire touchante et drôle d'une petite fille hawaïenne solitaire et d'un extraterrestre fugitif qui l'aide à renouer le lien avec sa famille. C'est juste insipide, un pur produit de consommation sans aucune âme et d'un classicisme frappant. Je suis bien content de l'avoir vu en streaming parce que payer une place de cinéma pour ça, ça m'aurait fait mal, vraiment. C'est trop léger, c'est trop prévisible. J'ai jamais vu le film de 2002 pour le coup, ou je m'en rappelle simplement pas, mais d'après ce que j'ai vu, c'est un copier-coller et je suis sûr que c'est forcément pas à la hauteur du film d'animation. Le seul truc que je sauve, c'est que Stitch est mignon et que la petite Maya Kealoha est adorable en Lilo, mais les paysages hawaïens ont l'air superficiels. Bref, c'est juste Oanaz en fait, c'est, voilà, on pourrait dire comme ça, comme disent certains, et c'est vraiment exactement ça, un remake très mythe qui tombe dans la superficialité au lieu de nous divertir. J'attendais pas énormément, mais l'aspect promotionnel était réussi. Je me rappelle des pubs au Super Bowl, ça donnait envie. Et bien non, c'est juste une bouse. Et le plus triste dans tout ça, c'est que ça fait 5 millions d'entrées en France, et même à l'international ça a cartonné. Et dire que Disney va sûrement continuer dans cette lancée, c'est vraiment dommage. On continue avec Play Dirty sur Prime Video. Dans ce film, un voleur impitoyable a l'occasion de réaliser un cambriolage important dans lequel il doit déjouer un dictateur sud-américain, la mafia new-yorkaise et l'homme le plus riche du monde. Mark Wahlberg, Shane Black à la réalisation. On se dit que ça a le potentiel d'être un bon film de braquage bien stylé, non? Bah non, le début est stylax, le générique aussi, mais après ça s'effondre, c'est téléphoné, c'est mal écrit. Shane Black nous avait habitué à mieux, mais là les dialogues sont sans âme, l'aspect comédie est médiocre et c'est frustrant de voir que c'est pas crédible une seule seconde. Techniquement, on dirait un téléfilm, vraiment la photo est moche et les scènes d'action sont d'un générique. Et le pire,
Le film se passe à Noël alors qu'il ne sort pas du tout au bon moment, en octobre. Très très moyen celui-là. Là, on rentre dans le dur avec Fountain of Youth, un chasseur de trésors chevronné rassemble une équipe pour une aventure qui bouleversera sa vie afin de déjouer les pièges qui se dresseront sur sa route et pour trouver la mythologique fontaine de jouvence qui confère l'immortalité à ceux qui y boivent. Il aura besoin de sa sœur. Une perte de temps monumentale, c'est un navet qui se vautre dans la médiocrité de A à Z. Guy Ritchie, mais qu'est-ce qui t'est arrivé quoi? On est loin de son style percutant. Le problème avec Ritchie, c'est qu'il alterne entre bons et mauvais projets. Là, c'est fade, c'est plat, sans énergie. C'est un plagiat éhonté d'Indiana Jones sans l'once d'un bon dialogue. John Krasinski est transparent, Nathalie Portman n'a aucun rôle, les effets spéciaux juste ridicule vraiment. La scène de la mort du méchant est une honte d'ailleurs, elle est détestable du début jusqu'à la fin, mais c'est voulu je pense. Désolé pour le spoil, mais ce film est tellement naze qu'honnêtement ça ne vous gâchera rien. Bref, une belle dope que ce Fountain of Youth, un film d'aventure sans âme qui ne mérite absolument pas le coup d'œil. En cinquième position, Back to Business ou Love Hurts en VO, Marvin, un agent immobilier du Milwaukee, reçoit une enveloppe de Rose, une ancienne partenaire dans le crime qu'il avait laissé pour morte. Il se retrouve alors plongé dans un monde de tueurs à gages impitoyable et de trahison qui transforme ses journées portes ouvertes en zone de guerre mortelle. Pourchassé par son frère, un baron du crime instable, Marvin doit faire face au choix qui le hante et à l'histoire qu'il n'a jamais vraiment enterrée. Alors j'adore Kiwi Kwan, vraiment il dégage une énergie positive de fou. Mais là, c'est un peu comme Novocaine, juste un sous-John Wick mélangé à un téléfilm d'action un peu débile. Le concept aurait pu être fun et décalé, mais c'est traité sans aucune imagination. Alors oui, Kiwi Kwan, il se donne à fond. Il a un côté d'ailleurs Jackie Chan très fluide, mais le scénario est au niveau zéro, pas de vrai enjeu, un tandem pourri avec Ariana DeBose. Ça essaie de surfer sur la vague des films d'action assez stylisés, mais ça n'a ni la classe, clairement ni la fraîcheur aussi pour y arriver. Pile le genre de film qu'on oublie aussitôt vu. On reste sur les productions Prime Video avec Shadow Force. Kira et Isaac étaient les chefs d'une unité spéciale internationale nommée Shadow Force. Brisant les règles, ils tombent amoureux et pour protéger leur fils, ils disparaissent dans la clandestinité. La bande-annonce n'était déjà pas convaincante, mais le film confirme tout. C'est même pas un film, voilà, c'est un téléfilm formaté sans âme avec des dialogues insipides. On nous voit un truc un peu à l'ancienne, mais c'est juste prétentieux pour rien et on s'ennuie vite. Omar Sy essaie d'être crédible en agent d'élite, mais physiquement ça ne marche pas. Son jeu manque de punch pour ce genre de rôle et ça m'énerve de devoir dire ça parce que c'est un acteur de base que j'apprécie bien. Il joue dans mon film français préféré, Chocolat, dans lequel il est vraiment exceptionnel. Mais là, franchement, c'est juste très très moyen en termes d'acting. D'ailleurs, la relation avec son fils sonne faux, c'est surjoué. La photo est grisâtre, le rythme est d'une lenteur désespérante et la poursuite en moto est hyper décevante avec des CGI vraiment peu crédibles. C'est nul, ça aurait dû rester un projet abandonné. Le podium de la honte commence avec le jardinier. En gros, on y suit Serge Schuster, qui est un haut fonctionnaire proche du président de la République. Ce père de famille se retrouve au cœur d'un complot et son nom apparaît sur la liste des hommes à abattre. Pour protéger sa femme et ses enfants, il va trouver de l'aide auprès de leur étrange et mystérieux jardinier, un homme nommé Léo. Alors David Charon nous pond un truc très nul finalement, voilà, disons les choses. C'est un casting qui rassemble tout ce qu'il ne faut pas faire. Michael Youn, Ragnar le Breton, Caris, Studio Daniel, Arthur. C'est quoi ce délire? Personne ne joue bien, on n'y croit pas une seconde. Jean-Claude Van Damme est là, on est content de le voir, mais son acting est aux fraises dans ce navet. Le scénario est plat, la photo est moche, les rebondissements sont bidons. C'est une sacrée boue signée Prime Video qui peut être cool en termes de plaisir coupable, je peux comprendre, mais c'est très mauvais. Attention là, on atteint un niveau légendaire avec War of the Worlds, un analyste en sécurité informatique travaillant pour le gouvernement américain voit son quotidien bouleversé par une attaque extraterrestre. Habitué à gérer les menaces virtuelles, son combat s'étend au secret que le gouvernement pourrait cacher. Une purge, une infâme daube restée dans le placard depuis 2020, personne n'était au courant de sa sortie et on comprend pourquoi, rien ne va, les dialogues sont affreux, les effets spéciaux sont posés n'importe comment, ils ont même utilisé des images d'archives pour vous dire de vraies catastrophes pour incruster des aliens, c'est moralement dégueulasse, mais le pire c'est que c'est tellement nul que ça en devient un chef-d'œuvre du nanar, encore une fois. Ice Cube est hilarant sans le vouloir, il improvise toutes les scènes, t'as l'impression, et c'est bon, c'est devenu un mème. Et la fin, une autopub géante pour Amazon avec une clé USB livrée par un drone Prime Air. C'est un turbo nanar de l'espace, on en a déjà parlé dans une triple critique je crois, mais c'est vraiment une gigantesque bouse abyssale. Et le grand gagnant, le champion toute catégorie du pire film de l'année, Atoman.
Un astrolabe mystique doté du pouvoir de détruire le monde est volé dans la cité perdue d'Atlantis, située dans les montagnes de l'Atlas. Hakim, un hacker de renommée internationale, découvre qu'il est un des derniers descendants des Atlantes et qu'il doit empêcher le cataclysme imminent. Les amis, j'ai pas les mots, c'est le pire film de super-héros de tous les temps. Une souffrance absolue de 1h25, ressenti vraiment 4h30. Le casting, une catastrophe nucléaire de l'artiste Sami Nasri. Ils récitent leur texte face caméra sans aucune émotion, on dirait qu'ils découvrent leur dialogue en direct. C'est d'un malaise constant, le scénario est un néant absolu, il se passe rien de sensé, et le pire c'est que le film se prend hyper au sérieux, ça c'est vraiment le pire du pire. Techniquement c'est immonde, la photo est laide, les effets spéciaux, enfin les effets numériques voilà, sont d'un niveau préhistorique pour vous dire, et la musique de soprano au début annonçait déjà le désastre. Sami Nasri est gênant, il articule trop, c'est impalpable, comment dire, c'est cataclysmique. Un abominable calvaire qui est raté dans tout. Je vous mets au défi vraiment d'essayer de trouver des qualités à ce film, ça va être extrêmement difficile je pense. Le pire film de l'année, sans aucun doute. Voilà les amis, c'était mon flop 10 des films de l'année 2025. Alors j'ai été un peu méchant, un peu vulgaire peut-être, mais voilà, en tout cas, fallait que ça sorte. Mettez-moi votre flop en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis et à bientôt pour de prochaines vidéos.